Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez à l'aventure avec Gus. Il a fait un tour du monde hors du commun pour rendre le sport accessible à tous. 82 semaines, 39 pays et 65 000 km à vélo, en stop et en bateau. Dans cette première partie, il nous raconte l'étape de Paris-Singapour à vélo. Cet épisode est une invitation à avancer quoi qu'il arrive et à se laisser surprendre par l'imprévu. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Gus. Salut, ça va Camille? Bien et toi, j'allais te demander comment tu te sens aujourd'hui. Très bien. Quelques mois après le retour, le grand retour, forcément un peu de temps d'adaptation pour revenir à la vie, normale, on va dire, mais tout va bien, en pleine forme. Super. Eh bien écoute, pour qu'on commence, je vais t'inviter à te présenter comme tu le souhaites et pourquoi pas terminer en me disant comment ton entourage te décrirait. OK, ah ouais, ça commence tout de suite. Donc je m'appelle Gus, j'ai 29 ans, je suis originaire de Lille, nord de la France, 100 lillois, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc je suis parti au début, il y a 10 ans maintenant sur un parcours un peu, classique, on va dire, avec une prépa ouverte, des études d'ingénieur, entre la France et le Brésil. Et en travaillant au Brésil, et notamment en Amérique du Sud, j'ai découvert un peu une passion pour, l'aventure, la découverte du monde, la découverte de différents pays, de différents continents. Et c'est, au moment du covid où je suis parti vivre au Chili en 2020, et c'est là où j'ai vraiment commencé à développer une addiction, on va dire, sur les petites aventures à droite à gauche en pleine nature, que ce soit dans la montagne, dans des déserts ou un peu de manière générale en pleine nature, seul. Et cette addiction m'a poussé au fur et à mesure des années à, réaliser un des plus grands rêves que j'avais depuis tout petit, c'est-à-dire de réaliser un tour du globe, en solitaire, à la force, de mes jambes, de mes bras et du vent. Donc c'est pour ça que je suis parti le 11 novembre 2023 en tour du monde, première étape à vélo. Ça, c'est pour la petite, description. Et comment mes proches me décriraient? Dynamique, un peu trop parfois. Non, dynamique, enthousiaste, et un dernier, je dirais positif. Parce que j'ai toujours, une vision, on va dire, assez positive de la vie, j'ai toujours, voilà, j'essaye de voir un peu tout, ce qu'il y a de bon, dans le monde et pas forcément ce qu'il y a de mauvais, et puis toujours aller de l'avant. Super, ben merci pour cette petite introduction. Et tu vois, moi, c'est aussi ce que j'avais décelé un petit peu en préparant cette interview, de sentir, et en découvrant bien évidemment ton aventure dont on va parler, cet optimisme qui est toujours là, même quand tu traverses des galères, tu restes là, tu es persévérant et vraiment, en fait, où tu ne lâches jamais rien, même dans les moments de doute. Et je me suis dit, bah ça va être chouette pour le transmettre, j'espère, aux auditeurs et aux auditrices, cette soif et presque rage de vivre un petit peu aussi. Donc je suis vraiment ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui. Ça fait des semaines, des mois qu'on essaye, qu'on se loupe, mais voilà, le moment est arrivé, je suis vraiment super contente. Vaut mieux tard que jamais. Exactement. Tu vois, moi aussi, je ne lâche rien, je ne t'ai pas lâché. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est ce que j'avais aussi essayé de communiquer, bah, notamment à travers toute la dernière, aventure, de 20 mois. C'est ça, quoi, c'est cette envie toujours de continuer, de rien lâcher, d'aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive, et surtout de me surpasser, peu importe, les moments. Et aussi forcément de réaliser la chance que j'ai de pouvoir, réaliser un rêve comme ça, de pouvoir aller jusqu'au bout de mes projets. Donc voilà, forcément il y a des galères, forcément il y a des problèmes, mais voilà, passer au-dessus et essayer d'avancer quoi qu'il arrive. Donc 82 semaines, 39 pays, 65 000 kilomètres. Je vois même encore à ta tête que j'ai l'impression que même toi encore tu as du mal à le réaliser, non? Bah, c'est sûr que quand on dit 65 000 kilomètres, c'est forcément un peu beaucoup. Après, bon, voilà, les 65 000 kilomètres n'ont pas été faits en vélo. Sur les 65 000, il y en a par exemple il y en a 16 000 qui ont été faits à vélo. Mais c'est vrai que oui, ça fait beaucoup. Surtout 39 pays, heu, c'est vrai que quand j'y repense un peu, et enfin, j'essaye d'avoir un peu des souvenirs de chaque pays. Je me dis: «Ouh là là, ça en fait quand même beaucoup des pays, ouais». Et on va peut-être commencer par la genèse du projet, que tu nous expliques donc pourquoi tu es parti faire ce tour du monde pour voilà, celles et ceux qui découvrent ton profil, ton aventure.
Tu avais une idée bien précise au début, est-ce que tu veux bien nous expliquer? Ouais, ouais, bien sûr. Donc, j'ai travaillé donc là 29 ans. J'ai commencé à travailler en fait juste après mes études, pour, rembourser un peu, les prêts, que j'avais fait justement pour, financer mes études. Donc j'ai travaillé 2 ans au Chili et 2 ans en Espagne et j'utilisais, on va dire, mes, quelques semaines de vacances par-ci, quelques semaines de vacances par-là pour justement vivre ma passion, à savoir l'aventure, la découverte, la nature, être très proche de la nature, ça c'est quelque chose qui m'a toujours énormément plu et combiner en fait, on va dire mes 2 passions qui sont le sport et l'aventure. Donc j'ai toujours été depuis petit et beaucoup plus dans les 5-6 dernières années, je combinais donc soit du vélo sur de l'itinérance dans des pays encore inconnus, soit de la marche, soit de la randonnée, soit du stop et cetera. Donc c'est quelque chose qui s'était beaucoup développé dans les 5-6 dernières années, mais qui a toujours été présent. Et ce tour du monde, dans lequel je me suis, lancé, alors pour l'originalité, je me suis, inspiré d'un de mes plus grands idoles qui est Mike Horn. Pas forcément très original, sachant que c'est l'aventurier le plus connu au monde, je pense, aujourd'hui. Mais qui avait fait en 99, Latitude Zéro, qui était donc un tour du globe, un tour de la planète que pareil en vélo, à la voile, et cetera. Donc lui avait une équipe logistique derrière qui l'aidait pour, ramener son vélo, ramener son bateau et cetera. Donc c'était une manière un peu différente, mais voilà, le la genèse du projet, c'était vraiment de faire ça, de partir de France, de revenir de France, partir vers l'est et revenir depuis l'ouest. Donc voilà, c'était ça la genèse du projet. J'ai mis quelques années à préparer le projet, mais au final, quand je suis parti le jour J, je savais juste une direction, c'était l'est et voilà. J'ai attendu d'avoir un peu d'argent de côté, pas beaucoup, on en reparlera peut-être et je me suis lancé donc le 11 novembre 2023 dans ce tour du monde. Et c'était important pour toi aussi de partir avec, un projet concret derrière pour récolter des fonds. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Ouais, ça, c'est sûr que c'était, quelque chose qui me tenait à cœur un petit peu. C'était de donner un peu un sens à mon aventure, de donner un peu un sens au projet que j'avais créé et donc j'ai créé donc en 2023, quelques mois avant, le départ, un projet avec un fonds de donation qui s'appelle Génération Avant-Garde, qui est basé à Bordeaux, mais qui opère dans toute la France et parfois aussi en Europe et qui aide, des personnes donc qui ont subi des amputations, suite à des, maladies ou des accidents, qui les aide pour financer des prothèses sportives, ce qu'on appelle des labres. On a monté un projet ensemble avec l'idée très concrète de lever des fonds pour permettre à des jeunes qui ont subi une amputation, de leur financer une prothèse sportive pour leur permettre plus tard de refaire du sport, du surf, courir, faire du vélo et cetera. Donc ça me tenait à cœur et d'une manière, on va dire, plus globale, ça me tenait à cœur d'essayer de rendre le sport accessible à tous, donc de à travers mon aventure, d'essayer de communiquer sur ma vision du sport, sur l'importance, du sport aujourd'hui, le bien-être, que ce soit physique ou mental, que le sport peut apporter et voilà, donc c'était un peu le sens que j'ai essayé de donner à mon aventure et ça a plutôt bien marché après cette aventure. J'étais content. Et oui, parce que tu as récolté plus de 22 000 € pour ce projet et du coup, corrige-moi si je me trompe, mais il va y avoir donc 3 bénéficiaires qui vont bénéficier de ces, prothèses, sportives et c'est pas: «Oui, tu t'es lancé dans ce projet, tu portes cette association, tu rentres et puis hop, les sous, sont utilisés». Non, on sent que tu es vraiment investi dans ce projet et que ça t'a porté tout le long de ton aventure. Exactement, exactement. C'est quelque chose qui, depuis déjà quelques années, me travaille beaucoup. Dans quelques années et sur un futur proche et même un futur lointain, va continuer je vais continuer à travailler là-dessus parce que c'est quelque chose qui me motive énormément. Ouais, j'aimerais bien aussi créer peut-être mon entreprise d'ici quelques années qui sera un peu basée sur ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me motivait au jour le jour. Aujourd'hui, on a récolté donc avec ce projet sur 20 mois, ouais, un peu plus de 22 000 €, ce qui va permettre d'aider 3, voire même peut-être une quatrième personne. Et le 3 octobre, donc dans un mois et demi, on aura, la remise, de l'âme, donc un événement avec une course, solidaire qui sera organisée avec des entreprises où on essaiera encore plus de lever des fonds et voilà, la remise des lames pour ces personnes-là qui vont pouvoir tout doucement reprendre un semblant de vie normale et pouvoir retrouver une vie sportive. Parfait, ben merci pour ces précisions. Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant peut-être comment tes proches ont réagi face à ce projet? Ça, c'est une bonne question. Faudrait les ramener ici dans l'interview. Non, 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 en fait, c'est toujours un peu compliqué d'annoncer, qu'on va partir seul aussi longtemps
et d'autant plus quand il s'agit de partir à l'aventure un peu comme ça, où forcément on peut, très rapidement et on en parlera sûrement après, se retrouver dans des situations un peu compliquées et un peu risquées. Mes proches, on va dire que depuis, 5-6 ans, sont assez habitués à me voir partir quelques semaines par-ci, quelques semaines par-là, en nature, seul, vraiment en mode, explorateur, en mode, aventure à 200. Donc forcément, ils étaient un peu habitués à ce côté, à cette facette, et surtout cette passion pour la découverte et l'aventure et survivre, on va dire, en pleine nature. Après forcément, quand j'annonce que je pars pour un temps indéterminé, mais que mine de rien, ça prendra au moins 18 à 24 mois, forcément, au début, mes proches se rendaient pas forcément compte et au plus on approchait, quand j'ai commencé à poser ma démission, quand voilà, j'ai mis une date de départ, c'est sûr que voilà, c'est devenu concret. Je pense que la plupart de mes proches ont commencé à réaliser que voilà, que j'allais partir et que pendant 1 an et demi, 2 ans, même peut-être plus, et ben, on n'allait pas se voir, on n'allait pas forcément avoir beaucoup de nouvelles. C'est toujours un peu délicat à gérer, la relation avec les proches. J'imagine. Et est-ce que tu te rappelles l'état d'esprit dans lequel tu étais? Parce que là, ça va bientôt faire 2 ans, mais Augustin, voilà, d'il y a 2 ans, quand il s'apprête à partir dans cette aventure, est-ce que tu te rappelles un peu l'état d'esprit que tu avais? Et c'est une bonne question. Je sais que les semaines qui ont précédé le départ, j'avais qu'une seule envie, c'était que le départ arrive. Forcément parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions dans ma tête et je me rappelle très bien, des soirs où, j'étais pas forcément très bien parce que les questions sans cesse qui reviennent en tête. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire de ma vie? Comment j'ai quitté mon boulot, donc forcément niveau même, financier, au niveau sécurité financière, bah, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui, j'en subis les conséquences. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui peut parfois faire un peu peur. Donc beaucoup de questions dans les dernières semaines avant le départ. C'est vrai que j'avais qu'une seule envie, c'était de partir. Et puis une fois, je me rappelle très bien avoir posé mon fessier sur ce vélo sous la pluie parisienne avec tous mes proches. Tout de suite, c'était, on va dire, une libération et tout de suite, c'était plutôt une excitation et une envie d'en découdre et d'aller découvrir le monde, comme j'ai toujours rêvé. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je me retrouvais les semaines avant le départ et le jour J. Donc maintenant, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, est-ce que tu t'étais fixé des, je sais pas, peut-être des règles, est-ce que tu savais comment tu allais t'organiser pour tes nuitées, pour tes dépenses? On parlait de budget, est-ce que tu t'étais fixé des limites? Et voilà, est-ce que tu es parti avec une sorte de cadre? Alors, j'ai toujours été, on va dire, pas très organisé, pas très organisé et pas très, prévoyant. J'anticipais pas beaucoup, que ce soit, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et cetera. Je suis beaucoup plus tourné vers l'action et on va dire le fait de parfois, ça peut être un peu négatif, hein, de foncer sans vraiment trop réfléchir. Parfois, ça peut être aussi positif. Moi, en l'occurrence, j'essaye de tirer tous les côtés positifs de ça et pour cette aventure, comment ça s'est, répercuté sur cette aventure? C'est juste que, voilà, j'avais un objectif, j'avais une date de départ que j'ai fixée un peu aléatoirement, on va pas se mentir et j'avais un peu organisé juste au niveau des saisons, forcément, parce que je savais un peu les parties du monde sur lesquelles j'allais devoir traverser, notamment aussi au niveau de la voile, dont on parlera plus tard, mais au niveau de la voile avec des océans qui se traversent à la voile à certaines périodes de l'année et ça, malheureusement, c'est compliqué de faire autrement. Donc voilà, j'avais un peu analysé, mais encore une fois, je pars du principe que tout ce qu'il faut pour partir de chez soi le matin ou partir en aventure comme ça autour du monde, c'est de la motivation, de l'envie et voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. Je suis parti, j'avais un cap, c'était l'Est, on va dire le Pacifique. J'avais un vélo que j'avais acheté 3 semaines peut-être avant de partir et j'avais pas non plus d'autres, voilà, je savais forcément que j'avais tout prévu pour dormir, par exemple, dans la rue ou de dormir un peu en pleine nature. Donc j'avais tout pour survivre, en pleine nature. J'avais un budget, mais un budget que j'avais c'est pas vraiment un budget parce que c'est juste l'argent que j'avais, qui me restait et je m'étais dit: «Ça le fera» et j'avais pas le choix parce que j'avais pas forcément de réserve ou c'est tout. J'avais ce budget-là terminé. Donc voilà, il faut un peu de préparation, mais moi j'ai toujours tendance aussi à dire qu'il faut à un moment donné dans la vie, il faut arrêter de procrastiner, il faut foncer et il n'y a pas besoin d'avoir des années et des années et des années de préparation, que ce soit physique, mentale, financière, pour se lancer dans une aventure. Peu importe l'aventure, je ne dis pas à tout le monde qu'il faut partir du jour au lendemain, traverser le monde, mais voilà. Moi je trouve que
qu'il y a pas forcément besoin de tout organiser, de tout planifier et c'est ça aussi la beauté du voyage, de laisser place à l'imprévu. Donc là, pour Paris-Singapour à vélo, là, on est à peu près sur, voilà, tu le disais, près de 15 000 km, 282 jours, 18 pays. Donc forcément, moi, j'aimerais qu'on parle de chacun de ces pays, mais on va pas pouvoir tous les couvrir, sinon, en fait, on va faire 12 épisodes, je pense, pour le podcast. Moi, j'ai noté donc que tu as commencé avec la France. Si je me rappelle bien, voilà, tu as eu la pluie, enfin, tu as eu beaucoup de pluie, tu avais quelques douleurs assez rapidement dès le début et Que j'ai tu... encore aujourd'hui, j'ai toujours pas soigné. Mais oui, oui, j'avais des douleurs au bout de j'ai fait Paris-Gap, donc j'étais encore en France et je me suis, chopé une inflammation du périnée. Au niveau du périnée, forcément avec le vélo parce que j'ai encore une fois au niveau préparation, j'avais pas été bon, j'avais pas fait beaucoup de vélo dans les derniers mois avant le départ, même la dernière année et voilà et j'ai commencé par 10 jours assez costauds de vélo, où je me suis dit: «Bah, ça va le faire, de toute façon mon corps va s'habituer» et arrivé à Gap, donc même pas encore sorti de France, je me suis, tapé une inflammation du périnée donc quelque chose de pas forcément très agréable, surtout quand on part pour un an de vélo. Les préconisations du médecin étaient d'arrêter au moins 6 mois le vélo, qui n'était pas forcément dans les plans. Donc voilà, je me suis adapté, j'ai changé, ma selle, j'ai fait une étude posturale de mon vélo pour vraiment être, réglé au millimètre près pour essayer d'abîmer et de forcer au moins sur le périnée. Donc voilà, ça c'était le 1er imprévu qui était pas forcément voulu. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est qu'en fait, tu nous livres cette aventure, sans filtre. En fait, tu vas pas chercher à cacher, à te dire, «Ah ça va pas être très bien à montrer sur les réseaux». Non, en fait, tu nous montres tout et je pense que c'est ça aussi qui fait ta force et ton authenticité parce que justement, quand tu racontais ces péripéties-là, on se dit: «OK, c'est pas juste, le beau tour du monde qu'on voit sur les réseaux sociaux, juste les belles photos». Non, toi, tu étais dans la réalité, en fait. Et j'aimais bien et puis après le côté réseau, on en parlera peut-être aussi un peu, mais c'est vrai que c'est toujours des vidéos, notamment là, ce que je mettais en story au jour le jour, que j'avais beaucoup fait lors de mes dernières aventures avant ce tour du monde, pour ma mamie et ma mère, que j'envoyais tout le temps. Voilà, bon, ça me faisait marrer de parler devant la caméra et du coup, j'ai toujours eu l'habitude de dire entièrement ce que je pensais, ce que je vivais et moi, je trouve que c'est ça qui fait aussi la beauté du de ça, de cette communication, c'est que vraiment je cachais, rien. Voilà, là, de dire aux gens qui me suivaient que je m'étais fait une inflammation du périnée au bout de 10 jours de vélo alors que je partais pour un an, j'avais l'air un peu neuneux quand même. Mais voilà, je partageais au ça me faisait aussi ça fait partie de l'aventure aussi, quoi et ça montre aussi que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que voilà, on se lance et après une fois que la motivation et l'envie est là, quoi qu'il arrive, on arrivera à surmonter les différentes épreuves, hein. Et donc là, tu vas passer d'abord par l'Italie, ensuite par la Grèce. Et si c'est OK pour toi, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur la Grèce parce que tu as connu de sacrées aventures, justement quand on disait de voilà, partager toutes ces réalités-là, parce que clairement tu as cru y passer, comme tu nous le racontais. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé concrètement en Grèce? Bien sûr, bien sûr. Donc, en effet, ça faisait 2 mois que j'étais parti à vélo, donc j'avais fait comme tu as dit, donc la France, la traversée des Alpes, l'Italie. J'avais déjà dû changer un peu mes plans par rapport à la météo parce que c'était plein hiver et vraiment j'en pouvais plus d'une météo pourrie, tous les jours. Donc, au lieu de passer plutôt du côté de la Slovénie, de la Croatie et cetera, j'avais longé toute l'Italie pour prendre un ferry jusque en Albanie et de l'Albanie, j'avais traversé l'Albanie pour la Grèce. La Grèce, donc j'y suis arrivé au moment de Noël, tout avait bien commencé, où j'avais été accueilli dans une famille, d'abord une famille, franco-grecque, puis une famille grecque pour fêter Noël, c'était super sympa parce que forcément ça c'est des événements, auxquels, être, voilà, tout seul sur son vélo dans la rue, c'est pas forcément les moments les plus joyeux, croyant, pas croyant, mais c'est vrai que, voilà, j'aurais bien aimé être proche de ma famille à ces moments-là. Donc tout avait bien commencé, la météo était plutôt pas mal en Grèce, donc c'est vrai que j'avais pu profiter un peu, notamment au sud où j'avais beaucoup de soleil. Et en fait, en repartant d'Athènes, on était le 10 janvier 2024, une journée dont je me rappellerai, je pense, toute ma vie. Je repartais d'Athènes après une petite pause, je récupérais mon vélo donc dans une famille grecque, qui avait gardé mon vélo quelques jours et petite anecdote qui va être intéressante pour l'histoire que je vais raconter, j'avais, donc un temps, assez
pourri, on va dire. C'était au moment d'une vague de froid, à niveau d'Athènes, donc il pleuvait, il neigeait même, et donc j'avais rajouté avant de partir, comme je pouvais pas partir à cause de la météo, j'avais rajouté des sangles sur mes sacoches, de vélo pour, on va dire, fortifier un peu mes sacoches. Je pars, donc, pour sortir d'Athènes et direction le nord, Thessalonique et la campagne, de Grèce. Et en fait, en sortant donc de cette périphérie d'Athènes, je tombe sans forcément le vouloir, hein, bien évidemment, sur un quartier, Zéphira, qui a très mauvaise réputation. Je ne le savais pas, bien sûr, donc moi je suivais juste mon GPS et assez rapidement, je me retrouve en fait dans un coin assez craignos, et le problème, c'est qu'au moment où je commence à me réaliser que c'est vraiment craignos, je vois un peu des jeunes sur le côté à qui, comme d'habitude, avec mon naïveté, je leur dis: «Hi», je continue ma route et en fait, ces jeunes-là, commencent à siffler et là, tout de suite, d'une manière très, très, très violente et très, très vive, c'est-à-dire que je me prends, ni une ni deux, je me prends une, deux, trois droites par l'arrière et je comprends vraiment pas trop ce qui m'arrive. Et je me retrouve en fait entouré d'une, on va dire d'une douzaine de jeunes, bien plus jeunes que moi, 15-18 ans je dirais. Mais par contre, beaucoup plus nombreux forcément. J'étais tout seul, ils étaient une douzaine je pense, voire même une quinzaine. Et ce qui était très, très, très violent à ce moment-là, c'est que j'ai même pas eu, ça m'est arrivé d'avoir des petites altercations, en France, enfin peu importe, en Europe ou dans les différentes aventures que j'ai eues. Là, la différence, c'est qu'il y a vraiment eu pas de communication. Il y a eu zéro communication. Il y a pas eu de: «Hé, donne, ton téléphone, donne», là, il y a rien eu. Là, je me défends énormément parce que, un peu instinct de survie, je commence à me défendre dans tous les sens en criant et en fait, le but de ces jeunes-là, c'était de me tabasser les jambes pour me faire tomber au sol et tout simplement me tabasser à mort et de me prendre tout ce que j'avais. Donc je savais au fond de moi-même que si je tombais au sol, ça allait être compliqué de m'en remettre. Donc je me défendais du mieux que je peux. Au bout de peut-être 30-45 secondes, j'ai plus vraiment de souvenir de notion de enfin de notion de temps à ce moment-là. Je me dis: «Si tu te défends pas un peu plus, tu vas vraiment y passer». Donc j'avais toujours un couteau, que je gardais dans la poche avant de mon cuissard et je commence en fait à sortir mon couteau et à me débattre dans tous les sens en donnant des coups de couteau un peu, dans tous les sens et toujours en criant de toutes mes forces. Donc moment assez traumatisant, je pense que j'ai vraiment réagi dans un instinct de survie, en mode, c'est soit ça, soit c'est enfin, soit j'y passe. Eux avaient des cutters, donc ils ont réussi en fait à cutter mes poches. J'avais une super veste qu'on m'avait offerte avant de partir. Ils ont réussi à cutter mes poches de ma veste Gore-Tex et à enlever carrément les poches ou même dans mes sacs à dos, j'ai retrouvé des traces de cutter. Ils essayaient de prendre ce qu'il y avait dans les sacs et même au niveau de mes sacoches, d'où l'anecdote, c'est pour ça que j'ai dit ça en début de cette histoire. Ils avaient donc déchiré mes accroches de sacoche, sauf qu'ils n'avaient pas pu partir avec les sacoches parce que le matin, du coup, ma petite étoile m'avait, envoyé un petit signe. J'avais donc mis des sangles supplémentaires, donc si tu veux, les sacoches traînaient et moi, je tirais mon vélo comme ça, je me défendais comme je pouvais et les sacoches traînaient au sol. Et je pense que j'arrivais quand même à avancer un petit peu et à un moment donné, je pense qu'ils se sont dit: «Bon, le gars, on l'a tabassé». Je commençais à être pas mal un peu défiguré de partout. On l'a tabassé, on lui a volé son sac à l'arrière, sa montre, son GPS, ses trucs, ses machins, on lui a cuté ses poches. Bon, je pense qu'ils se sont un peu dit: Voilà, de toute façon, allez, il va jamais se laisser faire». Et c'est là, en fait, où miraculeusement, j'ai réussi à sortir de ce qu'ils appellent de camp. Après moi, donc je veux en aucun cas faire des amalgames, mais ce que j'aurais appris, enfin ce que j'ai appris plus tard, c'est que voilà, c'était un camp, forcément dans un endroit d'Athènes où il fallait pas du tout aller, même la police n'y allait pas. Et voilà, donc moi je me suis, voilà, je me suis embourbé dans cette aventure. C'était la journée et j'espère que ça restera la journée la plus noire de ma vie. Très, très, très violent. Enfin, quand je repense au fait que j'ai dû donner des coups de couteau à des jeunes de 15-18 ans, c'est quand même une expérience assez traumatisante. Et comment ça s'est terminé, en fait, en sortant de ce camp, le premier grec que j'ai croisé m'a dit, «At least you are lucky to be alive». Au moins tu as de la chance d'être en vie. Donc je pense que j'ai eu une retombée d'adrénaline et surtout à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais vraiment failli passer. Donc dans ma tête, ni une ni deux, je remets mes sacoches comme je peux et je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Je me rappelle, je roule, j'avais peur, je tremblotais, j'en pouvais plus et je monte un petit mont juste après Athènes en mode: «Il fallait que je quitte cet endroit». Sauf que je monte un petit mont dans une route de campagne où il y avait vraiment personne qui passait et arrivé en haut de ce mont après 2-3 heures de vélo à fond, 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 je me rends compte qu'en fait, enfin je me rends même pas compte, mais j'ai plus de force. J'ai plus de force, j'ai plus de sucre, j'ai froid, j'ai perdu toutes mes affaires de froid, mon manteau est déchiré de partout, je suis un peu défiguré
et là, si tu veux, j'ai fait donc un combo, hypothermie, hypoglycémie et je me suis en fait écroulé dans le bas-côté, de la route dans la neige et là, j'ai plus de souvenirs. Et là, j'ai plus de souvenirs non plus. Donc le deuxième fois, je pense, où j'ai deuxième fois, même pas une matinée où j'ai cru que j'allais y passer et les souvenirs que j'ai, c'est d'être en fait dans un pick-up, d'un grec, d'un monsieur qui m'a récupéré. La première chose que je dis en reprenant un peu mes esprits, c'est: my bike, where is my bike?» Et le vélo était à l'arrière du pick-up et voilà, il m'a emmené au village d'après, voilà, j'ai un docteur qui est venu un peu m'ausculter et heureusement, dans les jours à venir, j'ai pu rouler avec Kenan, un Breton avec lequel j'ai eu la chance de rouler, qui m'a remis un peu aussi, à fond et juste quelques jours après, j'ai rencontré Stelios et Isabelle, qui est un des couples les plus marquants de mon aventure, qui m'ont accueilli comme leur propre fils, chez qui je suis resté 2 3 semaines, vraiment le temps de me remettre, mais je pense que sans eux, j'aurais pas réussi à repartir. Voilà, c'était un peu long, mais c'est quand même simplifié, mais voilà, j'ai fait au mieux. Non, mais merci à toi de nous livrer ça. C'est vraiment, ça me touche que parce que voilà, j'imagine que ça va être confrontant de te replonger là-dedans. Mais aussi, après, je veux pas faire ma psychologie de comptoir, mais c'est vrai qu'on dirait que cet événement-là, ça t'a presque en fait propulsé pour la suite de ton aventure, parce que t'aurais très bien pu te dire, bon bah j'arrête, je rentre, et ça se serait totalement entendu que tu dises, bah stop, enfin, c'était trop intense. Pour être honnête avec toi, il m'aurait pris mon vélo, je j'aurais pas continué. Mais le fait, en fait et moi j'ai toujours un peu fonctionné comme ça, j'ai une petite étoile dans le ciel qui veille sur moi et le fait d'avoir pu garder mon vélo et mine de rien, j'avais gardé mon passeport aussi. Je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter là». Ça faisait même pas ça faisait même pas 2 mois. Je pouvais pas arrêter ce projet qui était un rêve depuis 10 ans, en Grèce. C'était pas possible, c'était pas possible. Il me restait j'avais fait France, Grèce, il me restait mais 95 du globe à parcourir. C'était pas possible, c'était pas possible. Donc voilà, c'est ça. Il m'a fallu du temps, même des séquelles qui sont, aujourd'hui que j'essaye encore, de travailler parce que forcément ça laisse des séquelles, psychologiques et forcément ça je me rappelle très bien quand j'étais reparti à vélo, je voyais un peu des jeunes, notamment en Asie centrale, me courir après le vélo mais de manière très gentille, pour me dire: «Bonjour, hello», et cetera. J'étais pas forcément serein. Donc il y a des séquelles, sur lesquelles j'ai beaucoup et je travaille encore aujourd'hui, mais je pouvais pas m'arrêter là. C'était pas possible d'arrêter l'aventure, aussi proche de Paris. Et tu parles souvent déjà là tu l'as mentionné plusieurs fois, cette petite étoile. J'aimerais bien qu'on s'arrête dessus un tout petit peu. J'ai l'impression que c'est ta maman aussi qui le disait dans une interview, que tu as toujours eu cette petite étoile, et j'aime bien, on dirait qu'elle t'a porté voilà tout le long de cette aventure. Oui, oui, ces petites étoiles, c'était mon grand-père avec qui je communique, beaucoup encore, mais qui est décédé maintenant il y a une vingtaine d'années, en 2004, qui est toujours là-haut, avec qui on communique souvent et qui est toujours là, voilà, pour me donner, même s'il y a des grosses épreuves, des grosses galères, des gros problèmes, je sais qu'il est toujours là pour veiller pour moi, enfin, à veiller sur moi et j'ai perdu mon oncle aussi, même pas, 1 mois après être parti quand j'étais encore en Italie, du même côté de la famille, donc c'était quelque chose qui était aussi, compliqué à gérer à distance, par rapport à mes proches et ma famille, mais voilà, cette petite étoile, elle a toujours été là. Je sais qu'elle sera là toute ma vie et voilà, quoi qu'il arrive, elle veillera sur moi, encore et encore. Et donc ensuite, après, la Grèce, donc tu as ce couple, franco-grec, tu les appelles tes parents d'adoption, qui t'ont, voilà, aidé à reprendre des forces, à recharger tes batteries, et peut-être aussi que ça fait partie de toutes ces personnes quand tu dis que l'humain est quand même très bon au fond, qu'il y a toujours du positif malgré toutes les choses horribles qui peuvent se passer dans le monde. On sent un peu que voilà, tu reconstruis ta foi en l'humanité, j'ai envie de dire, et tu continues ton chemin donc par la Bulgarie, par la Turquie, où tu découvres des paysages lunaires à couper le souffle, et tu déjeunes avec des policiers aussi, il me semble, pour ensuite enchaîner avec la Géorgie, où là, en fait, si tu veux bien nous raconter une anecdote avec les clés qu'on t'a laissées. Ah oui! Ah ça c'était ouais, ça fait longtemps cette anecdote. C'est vrai que ça, c'était impressionnant. En Géorgie, donc petite merveille, que je connaissais pas du tout. Je m'étais pas forcément renseigné sur ce pays-là, à savoir que quand on part vers l'est à vélo, depuis l'Europe, on est confronté à les premiers, on va dire, soucis d'itinéraire après la Turquie.
Parce qu'aujourd'hui, il y a, donc 3 possibilités je parle toujours sans prendre l'avion, bien sûr, hein. Une fois qu'on prend l'avion, forcément, c'est différent, mais sans prendre l'avion, en continuant à vélo, on a aujourd'hui 3 possibilités qui sont, de passer par le sud, par l'Iran, de passer par le nord, par la Russie ou, il y a une dizaine d'années, c'était toujours possible de rentrer en Azerbaïdjan par voie terrestre et de prendre un bateau pour traverser la mer Caspienne. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc moi, dans l'idée, après la Turquie, je me suis plutôt dirigé vers tout ce qui était Arménie, Géorgie, parce que j'avais envie de découvrir ces pays et je m'étais dit: «Je trouverais une solution un peu sur le fil». La Géorgie, très, très beau pays, petite pépite et surtout un accueil des Géorgiens qui était exceptionnel. Donc cette anecdote de la clé, c'était, quelques jours après être rentré en Géorgie, une fille qui me suivait un peu sur les réseaux, je pense qu'elle avait vu deux trois vidéos et en fait qui m'avait proposé, arrivé à Katoussi, donc une ville, géorgienne, d'aller loger chez elle. Donc, j'avais déjà logé beaucoup chez l'habitant, donc voilà, c'était super sympa, mais je connaissais déjà ça et en fait, là, la différence, c'est qu'ils étaient pas chez eux. Ils étaient pas chez eux et ils m'avaient, en fait, proposé de me cacher les clés à un endroit et de me laisser l'appartement quelques jours, une semaine, peu importe. Donc, au début, bon, forcément un peu bouche bée, j'étais assez impressionné et enfin, je trouvais ça formidable et c'est vrai que j'en avais besoin et c'était vraiment pas beau à ce moment-là en Géorgie et donc j'étais resté, je pense, quelques jours dans cet appartement, à pouvoir visiter la ville, à pouvoir me reposer, à pouvoir mettre de la musique et péter les 1 câbles tout seul, dans leur appartement et c'est ouf parce que les gens, je ne les connaissais mais pas du tout, je ne les avais jamais vus, ils ne m'avaient jamais vu et juste ils m'ont caché les clés pour que je puisse aller vivre dans leur appartement, au fin fond de la Géorgie, donc c'est assez ouf. Incroyable comme histoire et tu vois là, le fait que tu mentionnes que qu'elle t'avait reconnu, de par les réseaux, je me rends compte que j'ai oublié de te demander pour la Grèce. En fait, il me semble que tu as eu un article dans la presse, que tu es passé à la télé, enfin c'est c'est fou ça aussi. Il faut savoir que Stelios, donc mon père d'adoption et c'est un grand malade dans le bon sens du terme, on va dire. C'est-à-dire qu'il est, voilà, c'est un jeune retraité, censé être retraité, mais qui travaille encore beaucoup sur ses différentes, entreprises et surtout qui n'a peur de rien, qui parle avec la terre entière, qui va parler avec la terre entière s'il le faut et quand il a une idée dans la tête, il lâche rien et du coup, une fois je commence à me remettre avec Stelios, on se remettait un peu tranquillement, enfin je me remettais un peu de mes mésaventures, à Athènes. Lui a commencé, voilà, à me proposer plusieurs idées. Il voulait absolument me faire rester chez lui le plus longtemps possible. Donc, il me proposait des idées. Il me disait: «Mais t'inquiète, on va aller faire un check de ta sécurité, de ta santé, on va aller chez le dentiste, on va aller» bon bref, on a fait vraiment plein il voulait tout faire faire, on va aller racheter des habits, bref et il y avait une de ses missions, c'était de me faire, on va dire connaître au moins au niveau national en Grèce et c'est vrai qu'il a été exceptionnel parce qu'il m'a fait donc 2 ou 3 articles dans les journaux nationaux, grecs et on va dire le France 2 grec. Je suis passé donc, sur le France 2 grec, à la télévision, un reportage, qui était super bien fait. Bon alors moi je comprenais pas tout parce que forcément tout était en grec, mais pendant l'interview on parlait en anglais donc c'était plutôt pas mal et cette interview, mine de rien, m'a énormément aidé pour toute la partie ensuite, mon voyage en Grèce, parce que les gens me reconnaissaient donc les gens m'invitaient ou même ça me rapp même des fois le déjeuner, j'étais invité parce qu'ils me reconnaissaient: «Ah, ils m'ont dit: "Ah mais tu le Français qui traverse la Grèce, machin", bref. Donc c'était exceptionnel. En Turquie, un peu pareil, avec des contacts que j'ai eus à droite à gauche, des articles et c'est vrai que c'est comment dire? C'est pas mon but premier, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de reconnaissance. Ça fait toujours aussi un peu plaisir d'avoir un peu de visibilité, notamment aussi par rapport au projet pour essayer de lever des fonds et surtout, voilà, c'est gratifiant forcément. Donc ça c'est une motivation supplémentaire au jour le jour et ça motive à avancer, à continuer et à surmonter les montagnes et les épreuves et les galères, voilà pour ce genre de moments aussi. Ça fait plaisir. Donc là, tu vas arriver un petit peu à la fin de ce passage, on va dire, en Europe. Tu vas progressivement rentrer plus dans l'Asie centrale. Tu vas avoir un petit passage en Russie, où là, tu vas pas mal rester avec un couple qui voyage en 4x4. Donc tu te greffes un petit peu à eux. Tu vas faire beaucoup de kilomètres avec eux. Et je vois que ça te fait sourire. Non, mais parce que je sais qu'ils écouteront le podcast et c'est vrai que c'est Claire et Édouard que j'ai rencontrés, en fait, donc comme je disais tout à l'heure,
les 3 solutions, moi, j'ai plutôt opté pour la Russie. Russie, c'est un pays que j'avais déjà pu traverser, en 2017, que je connaissais bien, notamment toute la partie Sibérie et voilà. À l'heure actuelle, c'était pas forcément le pays où dans lequel j'avais envie de retourner, mais l'Azerbaïdjan, les frontières sont fermées depuis 2020 et c'est ils risquent pas de réouvrir et l'Iran, voilà, j'avais promis à ma mère que je passerais pas par l'Iran en ce moment, surtout qu'après l'Iran, il y a le Turkménistan qui est aussi un pays très, très fermé et assez compliqué de rentrer même au niveau des visas. Donc voilà, je m'étais dit la Russie, sauf que la Russie, forcément, j'avais réussi à me faire en Arménie, à l'ambassade russe, un visa de transit de quelques jours. Mais quelques jours, c'était pas suffisant pour traverser à vélo, surtout avec le contexte actuel. C'était au moment où, voilà, entre la France et la Russie, ça commençait à être un peu tendu. Je savais que les passages de frontières allaient être très tendus et j'ai eu la chance, du coup, de tomber sur Claire Édouard, et Svalbard, leur chien magnifique avec qui on a partagé du coup, à la base, c'était la traversée de la Russie et ça s'est transformé en voilà, on est devenus super copains. On a fait quelques aventures aussi ensemble. On s'est revus ensuite en Asie centrale. Enfin voilà, donc c'était exceptionnel de pouvoir passer un peu de temps avec eux. La traversée de la Russie s'est bien passée, mais ce qu'on nous avait dit s'est avéré vrai, c'est-à-dire que les passages de frontières, c'était les plus compliqués que j'ai eu de mon aventure. Beaucoup de questions, beaucoup de voilà, notamment je me rappelle très bien la sortie. On avait été interrogés avec les téléphones checkés, les messages checkés. Moi, j'avais eu aussi une petite frayeur parce que, j'avais eu je comme j'étais assez grand, j'arrivais à voir ce que les militaires recherchaient en face de moi sur mon téléphone. Je cherchais des mots-clés, war, Ukraine. Et donc forcément, ça fait tout de suite, quand tu es dans un petit bureau avec des militaires russes, qui rigolent pas du tout, qui te demandent ce que tu penses du conflit en Ukraine, qui te demandent ce que je pense de Vladimir Poutine et des choses comme ça, bah, tu rigoles pas du tout et le dernier mot, en fait, qu'ils cherchaient, le mot-clé, ça c'est une anecdote marrante, c'est qu'ils cherchaient Poutine, P-U-T-I-N et là, en fait, j'arrive à voir qu'il y a plein de messages qui sortent et je me dis: «Oh là là, là 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 là, c'est quoi?» Il était 3 heures du matin, j'étais fatigué dans leur petite cabane et tout, j'en pouvais plus. Et je dis: «C'est quoi? C'est quoi?» Donc là, je commence à stresser et en fait, tout de suite, instinctivement, je me dis: «Mais non, Poutine, putain, putain en France». Bon voilà, normalement, il y a un A, mais beaucoup de copains l'écrivent P-U-T-I-N. Donc dès qu'ils me demandent, je leur explique, «Non, non, it's because, Putin, it's, shit in French, nanana». Donc directement sans réfléchir. Voilà, je passe, bon voilà, ça passe et en fait, quand je reprends mon téléphone ensuite, je regarde le message et là, ce qui est marrant, c'est que c'était mon ancien chef chilien, donc on parlait en espagnol et qui me dit qui disait dans son message: «Y este cabrón de Poutine». Donc il parlait réellement de Poutine en disant, «Ce petit couillon de Poutine». Donc c'était quand même une anecdote assez marrante parce que sur le moment, ça aurait pu me causer de gros soucis et au final, voilà, bon, c'est une anecdote qui reste marrante, mais c'est vrai que ce passage de frontière, j'étais quand même très, très content de pas être seul, pour passer ce genre de frontière. C'est incroyable de savoir qu'ils allaient autant fouiller dans les mots et puis j'arrive très bien à visualiser la scène, voilà, les petits bureaux, enfin ça devait être impressionnant, même te demander ce que tu penses du conflit, enfin c'est fou. Donc bah, écoute, merci de nous partager ces anecdotes et c'est pour ça que Et je te là, pour le coup, je peux te dire que j'ai pas été honnête, hein. J'ai pas été honnête. Là, il faut savoir mentir dans la vie aussi, hein, parce que quand on te demande ce que tu penses de Vladimir Poutine et du conflit, il faut savoir mentir dans la vie, parce que sinon tu finis à Moscou en prison et puis voilà, tu sors plus de là aussi, hein. ah oui, non, là, sinon, tu sortais plus du tout. Donc, je comprends mieux, effectivement, pourquoi tu étais rassurée de ne pas être seule dans ce moment-là, parce que ben, peut-être qu'on peut en parler rapidement maintenant aussi. Dans toute cette traversée qu'on n'a pas encore terminée, là, de ce tronçon du voyage, tu as beaucoup de moments où tu es seule, tu as aussi des moments où tu rencontres ben, des amis qui sont là de passage, de la famille ou de la découpe, mais tu as aussi beaucoup de moments en solitaire aussi. Oui, oui, oui. Mais la solitude, c'est un sujet, mais notamment dans le livre que j'essaie d'écrire, j'en parle beaucoup. C'est quand même un sujet, voire même le sujet sur lequel je me suis beaucoup attardé, parce que c'est quelque chose, forcément, quand on entreprend un périple comme ça, qui va vous frapper de plein fouet. Là, il y a pas de miracle. Il y a pas de miracle, il y a pas de I je pense qu'il y a personne qui est parti aussi longtemps et qui est parti autant en aventure qui vous dira, enfin, ou qui te dira, la solitude, non, non, ça va, je il y a forcément un moment ou un autre, des moments où voilà, moi j'adore la solitude. Depuis des années, je travaille beaucoup, comme je pars beaucoup, en solitaire, bah, forcément je suis beaucoup seul. J'adore ça, je sais comment m'amuser, seul, je sais comment, rigoler seul, je sais comment m'occuper, seul, m'instruire, étudier, bon bref, je sais tout faire, mais
peu importe, la solitude te prend quand même à grands coups de bâton. Et on va dire, moi, la partie vélo, je l'ai pas forcément souffert. Parce que j'étais vraiment dans mon aventure vélo, j'étais vraiment dans mon dans dans mon rêve, je réalise mon rêve, voilà. Et puis dans tous les cas, je devais tellement pédaler tous les jours, je devais tellement avancer tous les jours, que je pensais plutôt à ce que j'allais manger, pouvoir manger le soir, ou où est-ce que j'allais pouvoir dormir, plutôt que, «Ah, je suis seul, mince, je j'aimerais bien être avec des copains». Donc le vélo, je l'ai pas forcément souffert pendant 10, 11 mois, j'ai pas forcément souffert de ça. Par contre, bon, on en parlera par la suite, mais c'est vrai que toute la partie où j'ai lâché le vélo, où je me suis remis un peu en mode, sac à dos, voilà, là, c'est là où j'ai commencé à vraiment souffrir de ça. Ça faisait déjà 1 an que j'étais parti. Je savais qu'il me restait au moins 6 mois seul, et voilà. Et au final, j'ai eu très, très peu de visites. J'ai eu mon meilleur ami qui est venu, donc mais c'était déjà quand j'étais, aux États-Unis, donc c'était quasiment après plus d'1 an de voyage. Et mon père qui est venu, pareil 1 semaine au Costa Rica, mais pareil, c'était après 1 an et quelques mois de voyage. Donc non, non, c'est quand même un sujet, très, très important et à ne pas négliger quand on part, seul et aussi longtemps. Et donc là, quand, tu vas continuer après, ce petit passage en Russie, tu vas passer par le Kazakhstan, c'est beaucoup de poussière, et là, tu es soulagé d'être en 4x4 justement, avec, Claire et Édouard, c'est ça leur prénom? On les salue, au passage. Et tu vois des paysages désertiques somptueux, vous voyez même une fusée décoller. Et là, après, tu arrives en Ouzbékistan, le désert, rien des kilomètres. Et tu enchaînes les kilomètres. Pendant parfois plus de 60 kilomètres, tu n'as rien et tu te dis tais-toi et roule. Ouais, ça c'était en fait, je suis resté du coup quasiment, quelques semaines avec Claire et Édouard, au début 2 semaines peut-être, je me rappelle plus exactement. Mais c'est vrai qu'on a été, du coup, entre, ben, proche de la frontière, du Turkménistan, toujours au Kazakhstan, mais proche de la frontière avec le Turkménistan, un désert qui s'appelle le désert du Mangistao, que je n'aurais jamais pu aller, en fait à vélo. Je c'est quand même c'est possible, hein, mais mon vélo n'était pas du tout adapté pour ça, et surtout, c'était pas forcément la route. Donc je n'aurais pas été si j'avais été seul. Et c'est vrai que là, je trouvais que c'était une très bonne opportunité de rester un peu avec eux, sachant que par la suite, ils pouvaient me redéposer moi sur ma route et que je continue à vélo. Et au final, heureusement, parce que le désert du Mangistao au Kazakhstan, qui est pas très connu, mais c'est clairement l'endroit le plus lunaire et le plus somptueux et le plus unique que j'ai jamais vu de ma vie. Et honnêtement, bah, par exemple, si j'ai une par exemple, mon livre, je sais très bien que la première photo de mon livre, ce sera une photo où, je suis dans un paysage, juste exceptionnel. Donc voilà, ça, c'était vraiment un événement marquant aussi, parce que c'est des moments que j'aurais pas pu vivre sans Claire et Édouard, donc je les remercie encore. Et surtout, c'est vraiment des parties du monde qui sont pas très connues. On voit pas 1 milliard de photos, de vidéos, et quand tu arrives dans des endroits comme ça, mais tu te dis: «Mais c'est juste fabuleux». Donc voilà. Et le retour à l'Ouzbékistan, le retour en Ouzbékistan, le retour au vélo, et là, bah, la souffrance, la souffrance. Non, c'était même plus que 60 kilomètres. Il y avait des fois où pendant 2, 3 jours, j'avais rien, donc on parlait plutôt de 200, 300 kilomètres. C'était surtout une énorme ligne droite. On part du Kazakhstan, on va jusque la capitale quasiment, de l'Ouzbékistan, et en fait, on tire une énorme ligne droite dans le désert. Donc des problématiques, on va dire, complètement différentes, de ce que j'avais pu avoir enfin, avant cela. L'eau à gérer, qui était très, très importante, en plein désert. Le vent de face avec la poussière, le sable et tout, ça, c'est quand même une problématique. J'avais déjà eu un petit peu, mais là, c'était vraiment tout le temps, 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 donc c'était très compliqué, à gérer. Et la nourriture et l'alimentation, forcément, il fallait aussi être capable de porter pour pouvoir survivre 2, 3, 4 jours, 5 jours si besoin. Donc voilà, c'est des problématiques complètement différentes, mais une fois de plus, j'étais heureux parce que c'était un peu les galères que j'étais venu chercher. Et du coup, voilà, je souffrais énormément, mais j'ai fait des rencontres exceptionnelles au fin fond du désert d'Ouzbékistan. Et voilà, l'Ouzbékistan, c'est un des pays où j'ai trouvé que les gens étaient le plus accueillants, où je me suis fait le plus accueillir. Et vraiment, voilà, donc c'est un peu dans l'adversité, dans la souffrance que je garde les meilleurs souvenirs. Et donc c'est pour ça que l'Ouzbékistan, j'en garde un très, très bon souvenir. Oui, parce que tu parlais de l'eau et de la nourriture, si je me souviens bien, et beaucoup de gens en fait te faisaient des petits packages avec de l'eau, de la nourriture. Enfin, c'est incroyable alors que vous vous compreniez à peine au final. Ouais, c'était fabuleux, mais
C'est pour ça que l'Asie centrale, c'était vraiment une partie du monde que j'ai particulièrement aimé parce que très peu de touristes, très peu de touristes à vélo surtout, quasiment pas et du coup, c'est vrai que l'attention et l'hospitalité des gens était juste exceptionnelle. C'est-à-dire que y a pas une voiture qui bon, il y a pas beaucoup de voitures, hein, pas beaucoup de passages non plus, mais les peu de gens que je croisais ou les peu de voitures qui s'arrêtaient, c'est sûr qu'à chaque fois, c'était de l'eau, je devais même parfois refuser un peu parce que je pouvais pas porter non plus des kilos et des kilos et des kilos en trop. Mais c'est vrai que c'était assez hallucinant quoi, les gens, la gentillesse des gens, l'amabilité des gens et surtout le cœur sur la main, alors que c'est des gens que je ne connais pas du tout et que je ne reverrai probablement jamais. Qui sait? On verra bien. Mais la plupart quand même, surtout les gens qui m'ont donné, que ce soit de l'eau ou de la nourriture, oui, j'en recroiserai quand même peu et c'est même des gens qui s'arrêtaient sans même chercher forcément à parce que dans tous les cas, on pouvait c'est très compliqué de communiquer, donc dans tous les cas, voilà, on n'a pas gardé énormément de contacts, on n'a pas gardé énormément on ne s'est pas échangé des numéros et cetera, mais juste voilà, c'est de la bonté humaine, c'est des gens ont envie d'aider, les gens voient, voilà, un gars en vélo en train de souffrir et de se manger le sable et le vent de face, ben il s'arrête pour donner de l'eau, pour donner un peu de nourriture. Voilà, c'est juste l'humain. Et donc là, après, tu continues, tu vas être entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. J'avais noté quelques anecdotes, mais pour ces deux pays, est-ce que tu en as qui te viennent en tête là tout de suite? Au Tadjikistan, j'ai vécu, je pense, ma pire nuit où je me suis retrouvé bon, je vais pas raconter non plus parce que sinon ça va encore durer 10 minutes, mais j'ai vécu ma pire nuit, c'était au départ de la Pamir Highway qui est une des routes les plus connues pour les cyclo-voyageurs, qui passe entre le Tadjikistan, l'Afghanistan et qui termine au Kirghizistan. Bref, une route, en pleine montagne, entre 3 et 5 000 mètres d'altitude, donc juste magnifique et une des premières nuits que j'ai fait sur cette fameuse Pamir Highway, voilà, le campement, paraissait plutôt pas trop mal. La météo, normalement, il devait pas faire trop, trop moche et en fait, je me suis retrouvé avec, une nuit de l'enfer où ma tente s'est retrouvée complètement inondée avec de l'eau qui monte dans ma tente, j'ai dû quitter mon campement, en pleine nuit, à travers champs pour essayer de trouver un abri parce que vraiment c'était pas possible. Donc tout laisser sur place, attaché de manière, forcément avec, mes affaires précieuses étaient avec moi bien évidemment dans mon sac étanche, mais vraiment avec de l'eau quasiment jusqu'aux hanches et la petite anecdote aussi qui était un peu moins drôle, à ce moment-là, c'est que j'ai eu à un moment donné où j'étais un peu perdu pour retrouver mon campement avec des hautes herbes et de l'eau quasiment jusqu'aux hanches, un serpent qui me passe, sur les pieds tout doucement, tout visqueux, tout dégueu. Donc là, pareil, il était 3 heures du matin, en pleine nuit, j'étais avec ma frontale sur la tête, je m'en rends pas forcément compte sur le moment, mais c'est vrai, il y avait l'adrénaline qui était forcément, qui jouait, beaucoup, mais c'est vrai que le lendemain, quand j'y repensais, je me suis dit: «Ouais, ça aurait pu mal tourner quand même». Mais tout s'est relativement bien passé, j'ai pu continuer ma route, j'ai continué du coup, à longer le Tadjikistan et l'Afghanistan qui sont vraiment c'est très proche du Pakistan aussi, donc qui sont des régions du monde juste exceptionnelles et voilà. Je me suis, encore une bonne, fois où j'ai failli passer, je pense, quand j'ai passé donc un col qui était, quasiment à 4 600 mètres d'altitude. Avec des routes très, très mauvaises et qui était en fait la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, qui est une des frontières les plus hautes du monde et là où pareil, j'ai subi une tempête, qui était pas forcément prévue, de grêle, de neige et cetera et à 4 600 forcément, c'est pas les mêmes conditions que quand on est un peu moins haut et donc là, pareil, j'ai dû me réfugier en fait après des heures et des heures à pousser mon vélo dans un camp militaire tadjik à 4 600 mètres d'altitude, les mecs qui m'ont accueilli avec la mitraillette, donc c'était pas forcément, idéal. Ils m'ont accueilli avec une couverture et en fait, ils m'ont dit: «Tu peux rester 20 minutes prendre une soupe chaude, mais après tu dois repartir». Donc honnêtement, il était, on va dire, à moitié aimable parce que d'un côté, ils m'ont quand même bien sauvé à ce moment-là, de l'autre, je devais repartir 20 minutes après, donc toujours compliqué et arrivé au poste de frontière, donc après encore quelques heures à pousser le vélo, je me retrouve au poste de frontière et là, je m'écroule tellement devant les militaires que les gars, ils ont dû se dire: «Soit on le prend avec nous, soit soit il va pas passer la nuit» et donc ils m'ont laissé dormir à l'endroit où ils ont, tamponné mon passeport et ça, c'était quand même assez intéressant. Bon, alors forcément, ils ont pas des visiteurs tous les jours, hein et ils étaient voilà, au final, on a passé une super soirée où ils m'ont donné à manger et cetera et j'ai dormi sur mon tapis de sol dans la petite pièce où ils ont tamponné mon passeport et je suis reparti le lendemain matin mais voilà, c'est des anecdotes un peu comme ça, heu, c'est des bons souvenirs maintenant 2 ans après. Sur le moment, c'est vrai qu'on pense pas forcément à ça, quoi. On pense plutôt à rester en vie
et à savoir comment on va survivre parce que c'est vrai que ça peut parfois un peu, être compliqué. Et ensuite, tu vas enchaîner avec le Kirghizistan, pardon, où là, c'est un petit peu, je crois que tu l'appelais la malédiction des 10 000 kilomètres, le coup de blues. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots? En fait, à cette fin donc de à la fin de cette route, la Pamir Highway qui était, une des routes les plus connues et une des routes en partant de Paris, qui était vraiment un de mes objectifs, de faire cette route-là qui est encore une fois, beaucoup de personnes, vont là-bas juste pour faire cette route-là et moi de me dire: «J'étais arrivé comme ça à vélo et que j'allais la faire avec mon vélo», c'était vraiment une victoire, personnelle et c'était vraiment une motivation exceptionnelle. Donc c'est vrai qu'à la fin de cette route-là, je me suis retrouvé à Osh, qui est la deuxième plus grande ville du Kirghizistan et 1 gros coup de blues où, voilà, j'avais l'impression de plus trop avoir de but. J'avais commencé à chercher, des solutions pour l'étape 2 qui était de traverser le Pacifique pour savoir en fait où est-ce que j'allais aller après le Kirghizistan. Est-ce que j'allais plutôt aller du côté du Japon, plutôt du côté de la Chine, plutôt du côté de l'Asie du Sud-Est? Et j'avais que des retours négatifs, donc forcément j'étais un peu dans le flou aussi par rapport à ça. Donc voilà, c'est un des premiers coups de blues que j'ai eu et là encore, j'ai eu la chance, de retrouver, Claire et Édouard. Donc on s'est fait quelques jours, même une semaine, randonnée où j'ai un peu lâché le vélo. On a fêté mon anniversaire en plein milieu de la pampa, kirghize. Donc voilà, c'est des moments qui m'ont permis de me rebooster un peu et ensuite de me remettre en route à vélo direction, la Chine. C'est fou ça, en fait, je suis en train de me dire, ces rencontres qui tombent toujours au bon moment presque, j'ai envie de dire, pour, quand voilà, tu commences à avoir un peu ce coup de blues, bah, comme tu disais, ta bonne étoile qui te remet, les bonnes personnes sur le bon chemin pour, j'ai l'impression, tu vois, un peu cette image de voilà, on va te tu sais, quand on pousse les enfants sur leur vélo. Ça me donne un élan, ouais, ouais, non, c'est sûr, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, dans tous les cas, sur un voyage aussi long et seul, c'est pas possible que tout aille bien, à 100 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a forcément des coups de blues, il y a forcément des moments de déprime et du coup, d'avoir, voilà, ces petits gestes, ces petites attentions, ces petites personnes que tu rencontres, ces petites, voilà, c'est juste exceptionnel et au final, quand il y a 10 ans, j'aurais bien aimé que mon anniversaire, ce soit, en boîte de nuit avec les copains à faire, n'importe quoi. Bah, juste là, de pouvoir le fêter avec Claire et Édouard et Svalbard le chien au plein milieu des steppes, kirghizes, c'est juste des moments inoubliables. C'est juste des moments, voilà, c'est des moments qui m'ont permis chaque fois, chaque moment comme ça, c'est un boost et je repars pour dans un élan de positivité et d'enthousiasme, jusqu'au prochain coup de déprime. Mais voilà, le but, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu les montagnes russes, mais il faut faire avec. Et est-ce que tu penses que tu, en avais conscience de toutes ces, difficultés qui t'attendaient sur ce parcours quand tu t'es lancé dans ce projet? Oui. Je m'y attendais, peut-être pas à ce point-là, parce que la solitude, je l'avais déjà beaucoup, confronté, j'avais déjà beaucoup été seul sur plusieurs semaines, même parfois sur plusieurs mois. Mais c'est vrai que j'avais peut-être un peu sous-estimé, cette solitude extrême et le fait de, se dire alors ça viendra plus tard, hein, c'était pas au Kirghizistan, mais ça viendra plus tard à des moments, au bout d'un an et quelques mois de voyage, notamment, lors du braquage au Costa Rica, où je me suis dit: «Est-ce que je pousse pas le bouchon un peu trop loin? Et est-ce que je vais pas trop titiller la solitude extrême et le fait de vraiment réaliser quelque chose, seul, mais qui au final, est-ce que je sais pas, est-ce que je vais pas devenir un vieux loup solitaire, un ermite? Est-ce que j'ai pas perdu toute ma sociabilité? Est-ce que je vais réussir à me réadapter à la vie à peu près, normale?» Voilà, c'est plein de questions et c'est toujours voilà, c'est un peu un cercle vicieux de dans la tête, qui forcément quand on est seul, beh, il faut savoir, travailler dessus et il faut savoir, il y a personne qui va venir te dire, «Allez, c'est bon, fais ça», où tu vas pas pouvoir aller boire un coup avec tes copains ou avec tes parents ou avec, tes frères et sœurs pour te remettre de donc il y a toi et toi seul. Donc qu'est-ce que tu fais après avec ça? Soit, bah, tu te morfonds et tu y arrives pas, soit tu essaies vraiment de tout mettre en place pour rebondir à chaque galère et pour te dire: «Allez, la vie continue» et c'est oui, là, tu as une galère, oui, là, tu as eu un coup de blues, oui, là, tu as eu ça, mais quoi qu'il arrive, il faut continuer à avancer. Sinon on n'y arrive pas donc keep going, keep moving, c'est ce que je me répétais tout le temps et puis, voilà, quand on avance, on avance. Et là, tu avances, tu vas avec un changement radical après l'Asie centrale, avec la Chine, du coup, où tu passes par ce pays. Là, on commence à te prendre en photo, on te filme. Donc, tu y passes seulement 14 jours, si je me rappelle bien, et tu vas prendre un train
où là, tu vas être debout pendant 45 heures. C'est l'enfer. C'était de loin la pire expérience de transport de ma vie et pour autant, ceux qui me connaissent savent que je suis pas difficile à ce niveau-là, hein. Mais là, c'est vrai que en fait, en rentrant en Chine, depuis décembre 2023 pour les Français et beaucoup de pays d'Europe, c'est possible, sans visa, seulement pour une durée de 14 jours et si tu veux un visa chinois, il faut que tu envoies ton passeport à l'ambassade en France, il faut que tu voilà, donc c'était très, très compliqué pour moi. Donc cette possibilité d'avoir 14 jours, sans visa était exceptionnelle pour moi. Bien entendu, faire 3 000 à 4 000 kilomètres, en vélo en 14 jours, c'est impossible. Donc c'est possible, mais là, c'est pas le projet. Donc j'avais trouvé une solution, en fait, une fois que j'étais rentré en Chine à vélo. Forcément, le changement est impressionnant. C'est une claque énorme que tu te prends, que je me suis prise entre l'Asie centrale et la Chine. Et j'ai réussi à envoyer par train mon vélo à 800 kilomètres du Laos, au nord du Laos. Et à ce moment-là, j'étais content, j'ai envoyé le vélo, très bien et donc je me suis dit: «Maintenant à moi, à mon tour, on y va». Donc je pars, un peu pour je me suis avec mon sac à dos, je pensais vraiment partir sur le moment, hein et en fait, il m'a dit: «Ah non, non, mais tous les trains sont complets pour la semaine, c'est mort, il faut attendre, la semaine prochaine». Sauf que moi je pouvais pas, mon vélo était parti, j'avais que 14 jours dans le pays, c'était impossible, c'était impossible. Je leur ai dit: «Non, non, il me faut une solution, il me faut une solution, il me faut une solution». Et la solution que la personne au guichet m'a trouvée, c'était 2 jours après, un train donc qui faisait ce que je voulais faire, la distance qui était à peu près de 3 000 kilomètres, pour rejoindre Kunming, au nord-est enfin au sud-est pardon de la Chine et c'était un standing ticket. Donc sur le moment, on me dit ça, déjà c'était compliqué de communiquer. Je me dis: «Bon allez, oui, oui, vas-y, mets-moi ça, j'y vais, c'est parti, standing ticket, bon on verra ce que ça vaut, de toute façon je connais tout, j'ai déjà fait des transports horribles, pendant, des jours et des jours, ça va le faire». Sauf que le standing ticket, j'ai appris plus tard, du coup c'était un ticket debout, mais je me suis toujours dit, la veille et même 2 heures avant le train, je me dis: «Ça va le faire, c'est comme en France, tu vas au wagon-bar, tu te poses un peu, c'est bon, c'est tranquille». Le train commence et en fait, tout le monde commence à courir dans le train. Je me dis: «Beh, les gars, tranquille, on va tous rentrer dans le train, on a tous un ticket, il y a pas de souci» et en fait, dans ce genre de trains qui sont blindés en Chine, la plupart des trains sont blindés, même ceux qui ont un standing ticket, notamment eux, se tracent pour aller dans le train et en fait, installent si tu veux, un petit tabouret par-ci, un petit tabouret par-là parce qu'ils savent que chaque espace, chaque centimètre carré du train va être occupé. Moi, je suis arrivé dans les derniers dans le train et en fait, là, je me rends compte directement en rentrant dans le train que ça va être l'enfer sur terre. C'est-à-dire qu'aucune place, un métro parisien en heure de pointe blindé, que de Chinois et surtout, rien et là, je me dis: «Mais c'est pas possible, je vais pas faire ça» et en fait, j'ai tenu quasiment 25-30 heures debout, sans rien faire. Impossible de au bout de 30 heures, je n'en pouvais plus. Je dû parler, j'essayais de faire des gestes aux gens autour de moi. Il faut que je m'assoie. J'essaye de m'asseoir, mais au sol, c'était sale, les gens te passent dessus, les gens se c'était horrible et du coup, j'ai continué pendant 45 heures, 48 même ou 45 heures debout et je tombais limite dans les pommes dans le train. Je pouvais rien faire. Les gens se et que je te crache au sol et que je te fume dans le train et que je me coupe les ongles dans le train. Les gens se rasaient dans le train, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc c'était vraiment des peurs et je n'en pouvais plus. J'ai vraiment cru à un moment, tant pis, j'allais laisser mon vélo et sortir du train pour trouver une autre solution, mais c'était pas possible. Donc voilà, c'est une expérience, là j'en parle, j'en rigole, mais sur le moment, c'était vraiment 48 heures, mais horrible. C'est fou. Franchement, je t'admire. Je sais pas comment tu as tenu. Donc ensuite, tu arrives enfin la délivrance au Laos après coup, où là, pareil, changement radical d'ambiance, jungle tropicale, l'humidité, ça monte, ça descend, il y a du vert, il y a des pluies torrentielles, tu rallonges un peu, et là par contre, tu as des paysages à couper le souffle en fait. Là, c'était donc j'ai repris mon vélo à Kunming, donc à 800 kilomètres du Laos. Là, j'ai pu rouler un petit peu sur les 14 jours pour sortir à temps et traverser la frontière avec le Laos et là, très, très grosse surprise, je connaissais la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, mais pas le Laos et le Laos, très, très bonne surprise. Alors bon, qui dit bonne surprise sur des beaux paysages, dit forcément, dans mon sens, hein, montée descente avec des montagnes. Donc on est content parce que c'est des beaux paysages. Par contre, on est moins content parce que du coup, bah, ça pique un peu les gambettes et le vélo. Mais c'est vrai que c'était magnifique, les gens super sympas et je retrouvais un peu
cette ambiance où les gens vivent un peu dans la rue, les gens voilà, il y a beaucoup de street food, donc j'étais très content aussi de pouvoir, manger dans la rue et aussi un point très, très important, je retrouvais cette facilité et on va dire aussi lié au pouvoir d'achat parce que forcément l'Asie du Sud-Est, c'est quand même très, très peu cher, donc il me permettait de pouvoir remanger un petit peu à ma faim, de pouvoir de temps en temps me prendre une auberge et voilà, donc ça, c'était tous les côtés positifs. Les côtés négatifs, forcément l'Asie du Sud-Est, beh, c'est humidité, c'est chaleur à crever, c'est poussière, c'est des routes, pas très bien entretenues. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, de galères, mais c'est vrai que toute la traversée de l'Asie du Sud-Est a quand même été assez plaisante, pour, manger, voilà, retrouver un peu de vie aussi sociale parce que forcément, en Chine et en Asie centrale, beh, j'avais eu ma vie sociale se résumait à zéro, c'était rien de rien. Donc là, j'ai eu la chance dans des villes un peu plus touristiques de me faire 2-3 copains à droite à gauche, même si c'était court, ça fait toujours plaisir et j'avais forcément cet objectif de Singapour en ligne de mire. Donc voilà, j'étais sur, on va dire les 2 000-3 000 derniers kilomètres. Donc j'étais un peu en mode, plus rien ne peut m'arrêter, quoi qu'il arrive, Singapour, j'arrive. Et donc tu finis par arriver à Singapour. Pour le 18 août 2024, j'arrive à Singapour. Là, petite, forcément, ma mère, elle s'en veut encore aujourd'hui parce que c'est vrai que j'arrive à Singapour qui pour moi était la fin, hein, globalement la fin parce que je pouvais pas aller plus loin en fait en vélo. Il fallait forcément soit une solution, un bateau, quelque chose, mais je pouvais pas aller plus loin. Il y a un panneau d'ailleurs à Singapour qui dit: «On est sur la fin du continent eurasiatique». Donc c'est vrai que tu peux pas aller plus vers l'est. Donc grosse fierté d'être arrivé. Pour moi, c'était un des plus beaux jours de ma vie et pour autant, je suis arrivé tout seul. Alors j'avais une amie qui était à Singapour qui m'a accueilli, mais elle était au boulot et elle partait en week-end, donc c'était compliqué. Donc au final, je suis arrivé, j'ai bu ma petite bière d'arrivée tout seul, que mon meilleur ami m'avait envoyé un Lydia pour me dire: «Allez, va te prendre cette bière», donc voilà, donc c'était un mélange d'excitation, de fierté, le plus beau jour de ma vie. J'avais les larmes aux yeux tellement c'était beau et en même temps, beh, j'étais toujours tout seul et voilà et l'aventure n'était que, on va dire, j'avais fait une étape sur 5, donc voilà, l'aventure était loin d'être terminée, donc c'était sentiment un peu mitigé, mais quand même forcément une fierté d'avoir accompli tout ce parcours à vélo. Donc là, tu termines cette, 1re grosse partie de ton voyage. J'imagine que ça va être compliqué, mais si là je te dis: «OK, tu retiens un pays sur, ces 14 et quelques que tu as eu, un seul». Tadjikistan. Pour la nourriture, tu retiendrais lequel? Malaisie. Malaisie. Les meilleures rencontres. Ouzbékistan. Donc maintenant tu arrives à Singapour, mais il reste la suite du parcours, donc tu te dis: «Comment tu vas faire pour, continuer ton périple?» Est-ce que tu vas prendre un avion? Comment ça se passe en fait, la suite du parcours? Donc la suite du parcours, l'idée, c'était forcément de prendre un bateau pour traverser le Pacifique. Je savais qu'à la voile, ça allait être compliqué parce que dans ce sens-là, c'est très, très compliqué. Mais j'avais de bons espoirs et j'avais vraiment foi, à trouver donc des bateaux commerciaux, des porte-conteneurs, voilà des gros bateaux qui accepteraient que je un petit aventurier comme moi, que de me faire une petite place. J'avais eu beaucoup de contacts, je m'étais pris beaucoup à l'avance. Malheureusement, voilà, après des mois de recherche, après des dizaines, voire des centaines d'appels et de mails et voilà, j'ai pas trouvé et je me suis retrouvé du coup un peu bloqué à Singapour avec pas forcément de plan B, d'organiser ou de planifier. Et la suite du voyage de Gus arrive très prochainement, alors n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien louper. Vous découvrirez comment il a fait pour continuer son tour du monde, car il n'a rien lâché. Je compte aussi sur vous pour continuer à soutenir le podcast, que ce soit en cliquant sur suivre, s'abonner, et même en mettant, j'espère, 5 étoiles et un avis. Je vous le dis à chaque fois, mais ça me touche énormément, et surtout, c'est essentiel pour que ce podcast indépendant continue à faire son bout de chemin. Merci à vous, merci pour votre écoute, et à bientôt!